Chapitre 13. Chat échaudé. Dès que Sarah posa le pied sur le pont, la structure se mit à grincer et baissa de quelques centimètres. La jeune fille recula d'un bond. « N'ayez pas peur, gente demoiselle, » la rassura messire Didymus. « Ce pont se dresse ici depuis un millénaire. »« J'espère juste qu'il va tenir encore 5 minutes, » répliqua Sarah en observant l'ouvrage d'un œil méfiant. Elle posa de nouveau le pied sur le tablier en bois et le sentit osciller sous elle. Prudemment, en tendant la main afin que Ludo pût l'attraper en cas de problème, elle fit passer tout son poids sur le pont qui baissa de nouveau, dans un grincement digne d'une charnière manquant d'huile. Quelques fragments se détachèrent dans un nuage de poussière et tombèrent dans la vase bouillonnante. Une main sur le garde-fou tremblant, l'autre tendue comme si elle marchait sur une corde raide, Sarah fit un pas, puis un autre. Chacun de ces mouvements provoquait un concert de craquements. Derrière elle, elle entendit un plouf assourdi. Une pierre s'était détachée d'une des piles du pont. Sous ses pieds, Sarah sentit la planche s'abaisser d'un autre centimètre. La certitude de ne pas pouvoir avoir le choix fut la seule chose qui l'encouragea à continuer. Messire Didymus, pour sa part, n'avait aucun état d'âme. D'ailleurs, il ne pensait plus du tout au pont. Tout son être vibrait à l'idée de se soumettre enfin à l'épreuve suprême du code de la chevalerie. Une quête. Il ignorait où allaient ses gens, mais de toute évidence, il avait une mission à remplir. Son œil aiguisé lui révélait que la demoiselle semblait pressée. Or, cette mission était d'autant plus importante que les courtisans de la belle étaient prêts à défier à main nue un guerrier comme lui. La peau parcourue de picotements, les yeux brillants, messire Didymus se tourna vers Ludo et déclara « Puisque tu es mon frère, je vais venir avec toi afin de t'aider à accomplir ta quête. Ouvre la voie !» Avec une petite révérence et un nouveau geste ample, il invita son nouvel ami à suivre Sarah. Mais la grande bête rousse secoua la tête. « Ludo, attendre !» De fait, sous son regard méfiant, un nouveau pan de maçonnerie se détacha de la pile et roula dans le marécage. Le pont s'affaissa brusquement et Sarah empoigna la rambarde à 2 mains. D'autres pierres et du ciment tombèrent dans la boue. La jeune fille se retrouva isolée au milieu du pont en perdition. Elle regarda autour d'elle, constata avec horreur que l'ouvrage était en train de s'écrouler et s'élança vers l'autre rive. Trop tard. Dans un bruit déchirant, le bois pourri céda sous son poids. Des bulles de vase nauséabondes recouvrirent le bord des planches devant elle. Sarah bondit pour attraper une branche en surplomb, celle d'un arbre souffreteux et dépourvu de feuilles qui jouxtaient le pont. Elle réussit à l'attraper à 2 mains et se retrouva suspendue au-dessus de l'horrible écume marron dans laquelle flottaient les vestiges du pont. La jeune fille gémit à l'idée de rester tachée debout et d'empester à jamais, mais plus elle se balançait sur sa branche et plus celle-ci craquait et menaçait de se détacher du tronc. « À l'aide, Ludo! Ogle! Messire Didymus, faites quelque chose !» Le petit chevalier était pétrifié. Son pont venait de disparaître du paysage. Il lui fallut un peu de temps pour s'habituer à la vue, et un peu plus encore pour se faire à l'idée que le rôle qu'il avait rempli avec un tel dévouement n'avait plus lieu d'être. Puis il se rappela qu'il venait juste de se vouer à la quête de ses voyageurs. « Ne crains rien, belle damoiselle, je vais te sauver !» Il regarda autour de lui pour trouver comment. « D'une manière ou d'une autre », ajouta-t-il sur un ton encourageant. Sarah, les pieds ballants, bredouilla. « À l'aide !» Messire Didymus tendit son bâton dans sa direction, mais il était bien trop court pour être du moindre secours à la jeune fille. Ogle, sur l'autre rive, se contenta de fermer les yeux. Ludo, toujours assis, pencha la tête en arrière, ouvrit son énorme bouche et se mit à rugir 10 fois plus fort que lorsque les gobelins le tourmentaient. Cet incroyable vacarme arracha une exclamation de surprise à messire Didymus. « Par tous les saints, je n'en crois pas mes oreilles !» Sarah sentit que la branche penchait de plus en plus et poussa un hurlement. Mais aucun de ses compagnons ne l'entendit à cause des cris assourdissants de Ludo. « Messire Ludo, mon frère !» protesta messire Didymus choqué. « Où est donc passé le valeureux chevalier que j'ai affronté céant? Vas-tu donc rester ici et ne rien faire d'autre que hurler alors que ta demoiselle a besoin de notre aide vaillante ?» répondit la grande bête rousse.
Les pieds de Sarah ne se trouvaient plus qu'à quelques centimètres de la vase couleur kaki. Elle releva les genoux pour retarder l'horrible moment de l'impact. À l'autre bout du marécage s'éleva un grondement qui devint plus fort à mesure qu'il se rapprochait. Il provenait d'un immense rocher qui roulait sur le sol. Ogle fut obligé de s'écarter d'un bond. Le rocher passa à côté de lui, glissa doucement dans la boue et vint s'arrêter juste sous les pieds de Sarah. Au même moment, la branche céda. Sarah atterrit en boule sur le rocher au sec. Elle resta étendue là, à pleurer de soulagement tout en étant à moitié asphyxiée par les épluves atroces qui s'élevaient à quelques centimètres de son nez. Le hurlement de Ludo n'était pas destiné à exprimer son désarroi et son impuissance, mais à invoquer les pierres qui l'avaient sauvé peu de temps auparavant. Lorsque Sarah, en visant bien, avait réussi à faire fuir les gobelins qui le tourmentaient, bouche bée, Messire Didymus ne cessait de tourner la tête pour regarder tantôt le rocher, tantôt Ludo, comme s'il n'arrivait pas à décider quelle partie de ce miracle méritait le plus son attention. La cause ou l'effet, son frère ou le rocher. Ludo n'en avait pas terminé et continuait de hurler. Cette fois, ce furent les rocs qui dormaient sous la vase qui répondirent à son appel. Un à un, ils montèrent à la surface tandis que la boue glissait sur eux comme si c'était du blanc d'œuf. Ils s'alignèrent ensuite jusqu'à former une chaussée parfaitement plate qui s'étirait du rocher de Sarah à l'autre rive. La jeune fille se releva et contempla Ludo d'un air étonné, puis elle sourit, souffla un baiser dans sa direction et traversa la chaussée jusqu'au rivage où Ogle lui tendit la main pour l'aider à descendre sur la terre ferme. « Oh !» Messire Didymus dévisagea avec ardeur et respect ce puissant guerrier, ce fleuron de la chevalerie, son frère. « Tu sais donc te faire obéir des roches eux-mêmes, Messire Ludo ?»« Rocher ami !» répondit Ludo en courant joyeusement rejoindre Sarah. « Messire Ludo, attendez-moi » protesta Messire Didymus qui ne voulait pas perdre cette noble compagnie. Il regarda autour de lui et aboya. « Ambrosius, mon fier destrier !» Un bobtail au pelage laineux qui se dissimulait jusque-là derrière un arbre pointa son museau hors de sa cachette. Quand il se rendit compte que tout allait bien, il rejoignit son maître en trottinant la langue pendante, l'air joyeux. Sur la rive opposée, Sarah observa Ambrosius d'un air incrédule, car c'était le jumeau de Merlin, qui devait toujours être enfermé dans le garage, songea-t-elle avec morosité. « C'est votre monture » demanda-t-elle au messire Didymus. « De fait, » répondit-il en grimpant sur le dos du chien. « C'est le meilleur destrier dont un chevalier puisse rêver. Agile et le pied sûr au combat, fidèle et obéissant en temps de paix, il n'a aucun défaut, sauf lorsqu'il voit un chat. » Il pressa les flancs d'Ambrosius avec ses talons. « En avant !» Le chien lui fit traverser la chaussée. Messire Didymus mit pied à terre et prit sa monture par la bride pour marcher à côté de Sarah et du dos. Le pro-chevalier mourait d'envie de découvrir la nature de leur quête et son degré de dangerosité, mais en bon gentilhomme, il réfréna son impatience. Sarah chercha Ogle du regard. Le petit homme traînait toujours au bord du marécage. Avait-il appris à apprécier cet endroit ? « Bien, Ogle, » lui dit la jeune fille. Le petit homme était en proie à un dilemme terrible. Il caressait la pêche qui se trouvait dans sa pochette, accrochée à sa ceinture. S'il donnait le fruit à Sarah, il trahirait son cœur. Mais s'il ne lui donnait pas, il finirait tête la première dans le marais. Il sortit la pêche et la tint au-dessus de la vase. Il comptait agir sur le champ, dès qu'il aurait pris sa décision pour ne pas se laisser le temps de changer d'avis. Peut-être que même que la pêche lui échapperait, ce qui lui éviterait d'avoir à assumer la responsabilité de son choix. Il hésitait toujours à lâcher le fruit dans l'écume fétide quand une voix s'éleva au-dessus de sa tête. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi. » Ogle fut si surpris qu'il faillit laisser tomber la pêche, mais ses doigts se resserrèrent autour d'elle. Au supplice, il ferma les yeux. Jarrett, où qu'il fût, l'observait. « Je vous en prie, murmura-t-il, je ne peux pas la lui donner. » Il sentit ses pieds glisser vers le bord du marais. « Non, couina-t-il, d'accord, d'accord. » Il remit le fruit dans sa pochette et rejoignit ses compagnons la tête basse. Agacé et impatient, Messire Didymus décida que l'expédition méritait un commandement plus alerte. Il voulait bien s'en charger tant qu'on lui disait où il devait mener ses nouveaux amis. Il monta de nouveau sur le dos d'Ambrosius et s'enfonça dans la forêt puisque de toute évidence,
Ils éprouvaient tous une inexplicable aversion pour le marécage. Ludo et Sarah le suivirent. Ogle aussi, mais en traînant des pieds. Ils cheminèrent en silence pendant un moment. Les sourcils froncés, messire Didymus pensait au péril qu'ils allaient devoir affronter. Messire Ludo, son légendaire frère d'âme, et lui, pour protéger la compagnie. Mais il en a toujours été ainsi pour ceux qui ont la vocation du chevalier, se dit-il en éprenant son destrier. Si la peur ou le découragement te viennent facilement, ne plie pas le genou pour recevoir l'honorable baiser de l'épée sur ton épaule de pleutre. Ludo, qui marchait derrière Messire Didymus, se disait qu'il était bien agréable de pouvoir respirer à nouveau de l'air frais et qu'il avait très faim. Sarah partageait ces deux points de vue, mais elle se demandait surtout comment allait Toby et combien de temps il lui restait sur les 13 heures que Jareth lui avait accordées. Quant à Ogle, il ressassait le choix qu'il n'avait pas fait et qui l'obligeait en conséquence à faire du mal à Sarah. Si elle savait pourquoi, elle ne m'en voudrait pas, n'est-ce pas ? Elle aussi détesterait qu'on la jette, tête la première dans le marais. Non, c'est la faute de Jareth. Je ne fais qu'obéir à un ordre que je ne peux pas ignorer. Sarah demanda au sieur Didymus où il les conduisait ainsi. Là où votre quête l'exige, damoiselle, répondit-il avec bonne humeur, car il ne s'était jamais senti aussi heureux. Connaissez-vous le chemin du château ? Et de quel château s'agit-il donc, belle et douce demoiselle ? Persévérance, Tintagel, ou encore le château de Jareth ? Ah, dans Goblinville. Messire Didymus espérait une quête qui durerait 7 ans, mais il réussit à dissimuler sa déception. Peut-être s'agissait-il d'une mise à l'épreuve qui déboucherait sur une mission plus longue. Ambrosius connaît bien ses voies. Nous arriverons demain, bien avant le lever du jour. Il fit claquer les rênes d'Ambrosius et s'éloigna au trot d'un air décidé. Demain ? Se dit Sarah avec angoisse. Demain, il sera trop tard pour sauver Toby si on considère que le soleil a un cycle de 24 heures, 26 tout au plus dans cet endroit. Elle contempla le ciel à travers les branches et vit que le soleil déclinait, teintait les nuages de nuances de rose et d'ambré. « C'est-à-dire dans combien d'heures ?» demanda Sarah. « Je ne connais pas les heures, douce jeune fille. Un chevalier se doit de mesurer sa vie par intervalle de 7 ans. »« Oh !» Sarah interrogea Ludo du regard, mais elle se doutait bien que ce dernier ne connaissait rien au pendule. « Fin !» dit tristement la grande bête rousse. « On ne peut pas s'arrêter, répondit la jeune fille, mais on trouvera peut-être des baies en chemin. » Elle se tourna vers Ogle, lui possédait peut-être la notion du temps. Le petit homme vit qu'elle s'arrêtait pour l'attendre et comprit que le moment était venu. Il plaqua un sourire sur ses lèvres, adopta une démarche enjouée et rejoignit Sarah, en bombant le torse comme pour dire « C'est moi, ce bon vieux Ogle, ton fidèle ami. »« Tiens !» dit-il, rayonnant en tendant la main. Sur sa paume, Sarah découvrit la plus appétissante des pêches, si colorée, mûre et juteuse, qu'elle eût dit qu'elle étincelait. La jeune fille se rendit compte que Ludo n'était pas le seul à avoir faim. Ce cher Ogle, il avait dû les entendre parler de nourriture. Elle prit le fruit, qui était si gros qu'ils allaient tous pouvoir en prendre une bouchée. « Ogle, tu nous as sauvé la vie !» s'exclama-t-elle avec reconnaissance. Elle se demanda si elle devait proposer la première bouchée à ses compagnons, mais Ogle semblait tellement content de lui avoir offert ce fruit qu'il attendait certainement qu'elle le goûtât en premier. Elle le porta à ses lèvres, puis l'éloigna de sa bouche pour le regarder. Il sentait merveilleusement bon. Ogle, les poings serrés, jeta un coup d'œil à Ludo et au sieur Didymus et constata qu'il ne s'était pas arrêté et se trouvait un peu plus loin. C'était déjà ça. Sarah contemplait la pêche presque avec regret. Quel dommage de dévorer une si jolie chose. Mais c'était bien le but, n'est-ce pas ? Une pêche se faisait belle pour qu'on la dévorât. Dans ce cas, mieux valait être repoussant, c'était plus malin, ce qui voulait dire que les serpents à sonnette régneraient peut-être un jour sur la terre. C'était donc cela leur plan ? Sarah mordit dans la pêche. Le bruit fit trembler Ogle. Il avait envie de plaquer ses mains sur ses oreilles. « Quel goût étrange !» murmura Sarah, captivée. Elle n'arrivait plus à focaliser son regard sur la pêche. Le monde se mit à tanguer autour d'elle. De peur de s'évanouir, elle fit un pas vers Ogle pour lui demander son soutien. Elle trébucha. D'une main, elle s'essuya le front, tout en tendant la pêche à bout de bras
pour mieux l'examiner. Puis elle comprit et tourna lentement son regard vers Ogle, qui n'était plus qu'une forme floue et miroitante. « Ogle, souffla-t-elle. Qu'as-tu fait ?»« Maudit sois-tu, Jared, et que je sois maudit aussi !» s'écria le petit homme d'une voix étranglée. Puis il tourna le dos à Sarah et s'enfonça en courant dans la forêt. Sarah titubait. Elle réussit à s'adosser à un arbre, mais elle avait déjà oublié Ogle et Ludo et Messire Didymus et Toby. Elle ne savait plus où elle se trouvait ni pourquoi. Elle ne pensait qu'à Jared en contemplant le ciel. « Il y a tout qui danse, » murmura-t-elle. Fin du chapitre 13.